Bonjour Pierre-Marie Sève. Bonjour à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre dans Point de vue. Pierre-Marie Sève, vous êtes directeur de l'Institut pour la justice. On va parler de votre récente étude, cette enquête sur la question de l'accès aux soins, parce que les résultats s'y sont avérés, ils sont très surprenants. D'abord, un mot un peu plus général, si vous le voulez bien, sur l'état de nos prisons, particulièrement sur les problèmes liés à la sécurité des agents eux-mêmes. Nous venons d'entendre un agent, prison de la santé à Paris. D'autres agents également se font entendre. C'est le cas par exemple au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes, en PACA, mouvement de contestation qui prend de l'ampleur ces derniers jours. Prison régulièrement marquée par des rixes, par des incivilités, des agressions même au couteau. D'ailleurs, je précise que c'est de cet établissement à Aix-Luynes qu'un détenu a recruté l'adolescent de 14 ans coupable du meurtre d'un chauffeur VTC à Marseille début octobre. Que se passe-t-il, Pierre-Marie Sève, dans nos prisons ? Alors, vous savez, on parle souvent de laxisme judiciaire. Et quand on parle de laxisme judiciaire, on parle de ce qui se passe dans les tribunaux. Eh bien, c'est quand même une tendance que tous les acteurs du milieu et tous les observateurs remarquent ces dernières années, ces 10-15 dernières années, c'est que ce laxisme, ce manque d'ordre, pour être plus technique, il a lieu également maintenant dans les prisons. C'est-à-dire que non seulement on peut être condamné, les criminels et les délinquants, en tout cas les Français ont ce sentiment-là, justifié à mon avis, que les criminels et les délinquants sont condamnés à des peines trop faibles. En plus, leurs peines vont être souvent rabotées en moyenne 35%, voire 40%. Mais en plus, les lieux dans lesquels ils sont supposés être détenus et passer donc leur punition, donc un minimum désagréable, sont en plus des lieux dans lesquels le laxisme est absolu et dans lesquels on a accès à des téléphones, de la drogue, on peut se battre entre soi, on peut même mener ses affaires comme cette affaire d'Aix-Luynes, donc du chauffeur VTC à Marseille. Mais vous vous souvenez aussi de Mohamed Amra, est-ce que les écoutes avaient révélé, moi qui malheureusement ne vais pas en prison, j'aimerais y aller plus souvent, mais j'ai quand même trouvé très intéressant et très instructif de voir que Mohamed Amra donnait des instructions aussi précises que attention, là il y a un barrage de police, tourne à droite depuis la prison. Quand vous parlez de ce laxisme en prison, à l'intérieur des prisons, concrètement, vous qui connaissez quand même très bien le sujet, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a des règles qui ne sont pas suffisamment strictes ? Oui, il y a des règles qui ne sont pas suffisamment strictes. Il y a tout un tas de règles qui sont décidées en France depuis longtemps, et des règles qui vont dans les deux sens, c'est-à-dire à la fois pour plus de fermeté et à la fois pour un meilleur confort des détenus. Par exemple, il y a une règle qui date du début du siècle, qui est celle de l'encellulement individuel, donc du début du XXe siècle. Les détenus sont supposés avoir tous une cellule individuelle, c'est inscrit dans la loi depuis plus de 100 ans. C'est absolument pas le cas aujourd'hui. C'est absolument pas le cas, c'est absolument pas le cas en maison d'arrêt, tout du moins. Non, effectivement, c'est absolument pas le cas. Et puis toutes les autres règles interdictions diverses et variées de détenir de la drogue, de détenir, de faire circuler des téléphones, de tout simplement se battre entre détenus ou d'agresser des surveillants. Tout ça, ce sont des règles qui sont très peu sanctionnées et donc qui perdent de leur force. Et moi, ce qui me fait très très peur, c'est que les prisons sont souvent un lieu, l'expérience internationale le montre, un lieu d'où peuvent partir des graves crises sécuritaires. Je vous renvoie à l'Équateur. Il y a 6 mois à peu près, on a eu, et on le sait maintenant, ça a un petit peu percé dans les médias internationaux, mais en Équateur, il y a une mainmise de la mafia, et l'Équateur est un État qui est en train de s'effondrer. Et d'ailleurs, le peuple équatorien a élu un candidat assez nouveau, assez jeune, pour essayer de renverser la situation, parce que les mafias liées à la drogue, les cartels, sont en train de prendre le contrôle sur le pays, tout entier, sur l'appareil d'État du pays, et tout ça est parti des prisons. Tout ça est parti des prisons, de révoltes en prison, où en prison, les détenus donnaient des conférences de presse. C'était le cas pareil en Amérique centrale, au Salvador, avant que Nayib Bukele arrive au pouvoir. Les détenus donnaient des conférences de presse. Ils convoquaient la presse en prison, où ils faisaient venir des prostituées par ailleurs, ils avaient leurs amis, de la drogue, etc. Mais c'est un sujet vraiment central. Ce que vous diront, et ce que disent d'ailleurs les agents pénitentiaires en France, c'est qu'ils ne font qu'appliquer la loi. Évidemment, c'est très encadré, il y a des règles à respecter. Est-ce que, selon vous, ils n'ont pas les moyens aujourd'hui de pouvoir faire respecter l'ordre en prison ? Alors ça, c'est évident. Il y a un immense problème, et ça, on en parle trop peu. Il y a un immense problème de recrutement chez les agents pénitentiaires. Mais au-delà du recrutement, sur l'arsenal juridique qui est à leur disposition. Alors oui, vous avez raison. L'arsenal juridique, bien souvent, pour faire des contrôles d'identité en prison, par exemple, quand il y a des projections. Vous savez, quand des complices des détenus projettent des objets en prison, et ensuite les détenus s'en servent, des téléphones, de la drogue, etc. Les agents pénitentiaires ne peuvent pas interpeller, et ne peuvent pas toujours, en tout cas, ça dépend juridiquement, c'est très
on est sur une tangente, interpeller, demander leurs papiers à ces personnes-là. Et ils doivent appeler la gendarmerie ou la police, ce qui prend évidemment beaucoup plus de temps et ce qui fait que c'est absolument impossible de les rattraper. Moi, vous savez, la dernière fois que je suis allé devant la prison de la Santé, j'ai vu une projection. Il m'a fallu pas 5 minutes pour voir 2 personnes sur une trottinette électrique et en voir un qui balançait un paquet dans la prison de la Santé. Évidemment, les agents pénitentiaires n'ont pas le temps d'appeler la police pour les arrêter, déjà qu'ils ont du mal à les voir. Donc, mais là où il y a aussi un problème de recrutement, c'est pas que les agents pénitentiaires sont mauvais, c'est qu'ils sont beaucoup trop peu nombreux. Et vraiment, je vous dis, on aurait besoin de 4 à 5 fois plus d'agents pénitentiaires. Moi, j'ai des témoignages d'agents pénitentiaires avec qui je discute qui me disent, parfois, ils ont 100 détenus, il y a un agent qui est supposé surveiller 100 détenus. Et là, vous faites référence évidemment au problème de la surpopulation carcérale. Ça fait des années qu'on en parle, il n'y a pas assez de place dans nos prisons, il n'y a pas assez d'agents également. Comment se fait-il que rien ne change ? Alors, déjà, moi, il y a un terme, moi je préfère le terme de suroccupation carcérale, parce que la population carcérale, quelque part, c'est la population pénale, ce sont les juges qui la décident, et on juge non pas en fonction des places de prison, mais en fonction des crimes et des délits qui ont été commis. Donc la population carcérale est normale, mais on a en revanche une suroccupation de nos établissements. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de place. Comment se fait-il que l'on ne soit pas en mesure, peut-être de construire de nouvelles prisons, d'agrandir les prisons existantes ? Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à prendre ce sujet à bras le corps, alors même que ça fait des années qu'on en parle ? Eh bien, les grands plans de construction de prisons ont été systématiquement rabotés par des alternances politiques. Je peux vous citer le plan Chalandon dans les années 80, qui a fait l'objet de levées de boucliers de toutes les associations militantes dans le domaine des prisons, commencer par exemple par le syndicat de la magistrature, donc qui ont réussi à faire réduire tous ces programmes. Et au départ, à la toute fin du quinquennat Nicolas Sarkozy, par exemple, on a eu un grand plan de prison. On aurait bien voulu qu'il arrive avant, mais enfin tout de même, un grand plan de construction de prison, plus de 15 000 places, et il a été tout de suite démantelé par l'alternance politique, par Madame Taubira, ministre de la Justice. Donc on avance beaucoup trop lentement au gré de l'alternance politique, et depuis l'élection d'Emmanuel Macron, où on a moins d'alternance, on a en revanche eu une promesse non tenue. Là, il n'y a pas vraiment à se poser plus de questions que ça. C'est 15 000 places supplémentaires. Voilà. 15 000 places supplémentaires étaient promises en 2017 par Emmanuel Macron, 15 000 places sur un mandat, à moins qu'il ait vu d'avance qu'il ferait 2 mandats, ce qui paraîtrait un peu présomptueux, donc je ne pense pas. 15 000 places pendant la campagne. Au bout de quelques mois, il nous annonce que ce seront en fait 7 000 places, c'était Édouard Philippe, et donc 7 000 places sur 5 ans et les 8 000 sur les 5 ans suivantes. Et en fait, au bout de 5 ans, on n'a pas du tout atteint ce chiffre-là, on doit être à 1 500 places nettes, et là aujourd'hui, on est au bout de 7 ans, on doit être, à peine 2 000, 2 500 places nettes de construites. Donc on est extrêmement loin du compte. Ça va plus lentement, et la construction de places de prison est plus lente que l'augmentation de la population, alors qu'on a des problèmes de sécurité déjà qui étaient il y a 15 ans déjà important et qui nécessitait plus de prisons et qui aujourd'hui s'aggrave. Alors j'en reviens, Pierre-Marie Sèvres, à cette étude que vous publiez ce mois-ci dans le cadre de l'Institut pour la justice. Vous êtes posé la question des disparités dans l'accès aux soins entre les détenus et le reste de la population, et vous êtes aperçu que dans certains cas, dans bien des cas, on est mieux loti lorsque l'on est en prison. Alors oui, il y a une nuance à apporter à ça. En fait, c'est un raisonnement en 2 temps. On est mieux soigné en prison qu'à l'extérieur. On a un plus grand accès aux soins en prison qu'à l'extérieur. Je vous donne un seul exemple. On a 2 fois plus d'équivalents temps plein. Nous, on a comparé les chiffres des rapports que rend un organisme public qui s'appelle la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, contrôleuse des prisons, qui est Mme Simoneau, et qui rend des rapports plusieurs fois par an. Et on a pris les 15 derniers rapports et on a comparé les chiffres que nous offrent ces rapports en termes d'équivalent temps plein, donc combien on a de médecins dans la prison, avec les chiffres à la moyenne nationale d'équivalent temps plein de médecins généralistes, de dentistes, de psychiatres, de psychologues, et dans la zone locale, dans la zone rurale dans lesquelles sont situés, c'est bien souvent des zones rurales, ces établissements pénitentiaires. Quels exemples précis pouvez-vous nous donner ? Alors je peux vous dire que de manière générale, on a en moyenne, sur tous ces rapports-là, on a en moyenne 2 fois plus de médecins généralistes disponibles en prison qu'à l'extérieur, que dans les zones aux alentours des prisons. Donc, il est 2 fois plus facile d'avoir un rendez-vous avec un médecin, et j'ajoute que ces rendez-vous sont bien effectués, puisqu'on a 2 fois plus de rendez-vous de médecine généraliste en prison qu'à l'extérieur. Mais la nuance que je dois apporter à ça, alors, ces chiffres-là, on pourra aller plus loin dans les chiffres. On a par exemple 10 fois plus d'infirmiers en prison qu'à l'extérieur. Ça aussi, c'est des chiffres qui posent problème. On a infiniment fois plus de psychiatres en prison qu'à l'extérieur. C'est des chiffres qui peuvent poser problème en termes d'accès aux soins, en termes des moyens que l'État donne à la santé en prison. Alors la nuance. Il y a une nuance, c'est que les détenus
entrent en prison bien souvent avec des pédigrés en termes de santé qui sont très dégradés, des situations vraiment très mauvaises. Les détenus sont une population dans laquelle, par exemple, l'usage de stupéfiants est bien plus répandu. On le voit, l'usage de stupéfiants, en termes de dentition, ça a des effets absolument délétères. Précisément, on parlait de l'état des prisons. Est-ce que c'est pas rassurant, justement, de constater que les détenus bénéficient d'un accès aux soins qui est régulier, qui est encadré, qui est efficace? Alors Valéry Giscard d'Estaing avait fait une phrase en 1974, avait prononcé une phrase qui avait fait pas mal de bruit et à laquelle je pense que tout le monde peut se ranger. C'est la détention, ça n'est pas plus que la détention. Donc on va en prison, on passe du temps en détention, mais il n'y a pas de raison d'être moins bien traité sur les autres aspects que la population générale. Il y a des raisons d'être soigné convenablement ? Il y a des raisons d'être soigné convenablement, absolument. En revanche, et c'était un peu l'intuition de base de cette étude, c'est que moi, en tant que citoyen, depuis des années, je vois le nombre de lits d'hôpital psychiatriques qui était divisé par 2 depuis les années 90, par exemple. Je vois des maternités qui ferment. Je vois dans ma vie personnelle que j'ai un mal de chien, si vous me passez l'expression, à trouver un médecin généraliste. Voilà, je n'en ai pas, ça fait 2 ans que je suis dans cette nouvelle ville, je n'ai pas de médecin généraliste à proximité. Et donc, je me dis, et parallèlement à ça, je vois que des associations militantes, mais pas que je le vois dans des conférences, des colloques auxquels j'assiste, que la santé en prison est un sujet qui visiblement tient très à cœur les professionnels de santé en prison. Mais très concrètement, vous dites que les détenus sont privilégiés par rapport au reste de la population ? Ils sont privilégiés dans un certain sens, puisqu'ils ont un meilleur accès aux soins et ils profitent bien plus de l'accès aux soins en moyenne que la population générale, même si la nuance c'est qu'ils ont des situations qui nécessitent un meilleur accès aux soins. En revanche, il y a 2 autres points que notre étude sort, c'est là c'est une injustice objective, c'est que l'assurance maladie prend mieux en charge les frais de santé des détenus que ceux des Français, et un seul exemple, c'est le ticket modérateur. Vous savez, quand on va chez le médecin généraliste, normalement on paye un petit ticket modérateur, c'est pas grand chose, en secteur 1 c'est 8 €, et bien en prison, les détenus ne le payent pas. Alors ça peut se comprendre quand on a des prisonniers complètement indigents. Mais quand on parle de trafiquants de drogue, je vous avoue que c'est une injustice qui, moi, me semble quand même assez scandaleuse. Que dit justement là-dessus le code pénitentiaire ? Est-ce qu'il est prévu que certains détenus, ceux qui le peuvent, participent aux frais de santé, à leurs frais de santé, à leurs propres frais de santé ? Alors oui, ça fait 25 ans que le code pénitentiaire prévoit que les détenus qui en ont les moyens, en fonction de leurs ressources, puissent subvenir, puissent mettre leurs ressources dans ces frais de santé. Et ça n'est pas appliqué aujourd'hui ? Et ça n'est pas appliqué. Aucun décret d'application à notre connaissance n'a été pris. Et donc aujourd'hui, ça n'est pas appliqué. Est-ce qu'on a une idée du coût que représente cette prise en charge justement ? Oui, alors on a eu un rapport qui a été fait en 2016, qui était le rapport Lefebvre, qui était à 250 millions en gros de frais généraux de santé, c'est-à-dire 5 000 € par détenu. Aujourd'hui, compte tenu de l'inflation et de l'inflation carcérale, donc de l'augmentation du nombre de détenus, on serait plutôt autour de 420-450 millions d'euros. Et donc c'est 5 000 € par détenu en moyenne, sachant que une personne, un citoyen lambda hors de la prison qui serait affilié au régime général, lui, serait en moyenne à la moitié en frais de santé. Donc, c'est un problème qui est franco-français, ce que vous décrivez ? Alors, je pense que effectivement, en France, on a eu historiquement, on le sait, une grande stimulation intellectuelle dans les milieux anti-prison, dans les milieux de protection des détenus. Michel Foucault est français, et c'est la référence internationale là-dedans. Vous savez qu'il avait créé son groupe d'information des prisons dans les années 70. Donc, on peut certainement penser que cette force intellectuelle a eu des effets plus forts en France qu'à l'étranger. Vous étiez justement en Argentine ces derniers jours, je crois. Oui. Vous avez rencontré des personnalités importantes. Quel regard portent-ils justement sur cette étude, sur ces chiffres que vous leur avancez ? Alors, l'Argentine, c'est un pays assez particulier, puisque c'est un État occidental, mais sur une population qui ne l'est pas forcément, avec des problématiques qui sont beaucoup plus propres à l'Amérique du Sud. Par exemple, le taux d'incarcération de l'Argentine est parmi les plus élevés du monde. Dans le top 30 des plus élevés du monde, donc bien plus élevé que la France. Ils ont 2 fois plus de détenus que nous, alors qu'ils sont 2 fois moins peuplés. Donc ils ont des problématiques assez différentes. Maintenant, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant tout de même, c'était de voir qu'il
qu'ils avaient aussi subi l'écume du mouvement Michel Foucault, et ils ont eu, eux, un auteur assez puissant, un professeur de droit qui s'appelait Zaffaroni, et Zaffaroni, la doctrine Zaffaroni était la même doctrine qui se disait un petit peu originale. En fait, elle n'était pas originale, c'est la même doctrine qu'on a subie ici en France avec Michel Foucault, etc. etc. Est-ce que, Pierre-Marie Sèvres, et ce sera ma dernière question, l'enjeu derrière tout ça, c'est pas tout simplement de prendre à bas le corps le sujet des déserts médicaux en France ? Complètement, mais c'est ça, comment dire, c'est ce que nous préconisons. Évidemment, nous ne préconisons pas de baisser le niveau de soins en prison, parce que je vous dis, c'est bien souvent nécessaire. Mais en revanche, là où il y a un problème, c'est quand on voit que pour la population générale, ces niveaux de soins diminuent et que soit ils augmentent, soit ils se maintiennent en prison, ça pose un problème d'injustice, puisque ce n'est pas parce qu'on est en prison qu'on devrait être mieux traité que les autres, ni moins bien, ni mieux. Merci beaucoup Pierre-Marie Sèvres, merci d'avoir répondu à nos questions, directeur de l'Institut pour la justice, et je précise que les résultats détaillés de cette étude comparative entre l'accès aux soins en prison et dans le reste de la France, les résultats sont à retrouver bien sûr sur votre site